Je ne savais pas comment commencer cet épisode, si ce n'est avec un fou rire un peu idiot. Je vous expliquerai peut-être pourquoi dans cet épisode, donc soyez attentifs. Épisode 444, on faisait cette bête blague juste avant l'enregistrement. 444 C'est un 9. Voilà, c'est fait. Vous êtes toujours là, après 40 secondes, magnifique. Un épisode dure en général un peu plus de 60 minutes, hein, donc installez-vous confortablement. Tout ne sera pas du même acabit, je vous rassure, puisque on va parler de choses importantes, intéressantes, comme par exemple la cybersécurité. Ce sera le dossier de cette semaine. Il y a de nouvelles menaces qui pointent le bout de leur nez. Tout cela sera sans doute aussi un peu teinté d'intelligence artificielle, je n'en dis pas plus. Ce sera la seconde partie de cet épisode 444. C'est un 9. Ah ouais, il y a rien qui suit. Ah, Seb s'est endormi. Voilà, c'est ce qui s'est endormi sur ce truc-là. Première partie, évidemment, la revue de presse, ou en tout cas notre façon de voir l'actualité technologique, enfin leur façon de voir l'actualité technologique, en quelques news qui ont été épinglées tout au long de la semaine et dont vous avez peut-être vu passer l'un ou l'autre lien sur les réseaux sociaux, puisque cette veille permanente, nous la partageons avec vous aussi via les réseaux sociaux, en tout cas certains d'entre eux, les plus fréquentables du moins. Je ne sais pas si j'ai tout dit, je pense que oui, et que donc on pourrait peut-être attaquer, si vous le voulez bien, justement cette revue de presse, sauf si l'un ou l'autre des deux Sébastien qui sont à ma gauche et à ma droite, j'aurais oublié de vous signaler, ça va être plus simple pour moi, hein, Sébastien, hop, c'est parti, et voilà, donc on peut attaquer. Avec la lettre A comme antivirus. Sébastien, forcément. Iscan aurait servi de cheval de Troie pour du minage en Corée du Nord, paraît-il. Oui. Pour la Corée du Nord. Pour la Corée du Nord. Partout, dans le monde entier. Et d'ailleurs, c'est un truc que Avast a découvert. C'est assez amusant parce qu'on avait parlé de failles il y a quelques semaines qui ont été découvertes tout juste avant que ça passe dans les packages sous Linux et des trucs comme ça. Ici, c'est un antivirus qui est plutôt sous Windows, donc on est plus de l'autre côté de la ligne, mais ça n'a pas été découvert du tout avant que ça passe en production, parce que c'est un truc qui est sur le marché depuis 2019, donc ça fait 5 ans déjà. Ouais. Ça fait 5 ans, et en fait, donc c'est un antivirus qui faisait ses mises à jour à l'époque en HTTP. Voilà, pas de bol, pas de truc sécurisé. Et le groupe de pirates aurait réussi à faire une attaque man in the middle en se disant, bah finalement, hop, moi, le petit update que tu es en train de faire, moi je vais te balancer un autre délai à la place, ni vu ni connu. Et donc en faisant la mise à jour de ton antivirus, tu vas installer mon Trojan. Et alors ils sont restés discrets pendant des années et bien cachés du truc. Les techniques qu'ils ont utilisées sont détaillées dans l'article et dans d'autres. Si vous recherchez Iscan sur le web, c'est assez bien détaillé sur pas mal d'autres sites en anglais aussi. Et en fait, ils faisaient une des premières activités qu'ils faisaient, c'était du minage XMR. Donc il y avait un petit truc de minage ni vu ni connu. Donc là, ils avaient tout intérêt à rester discret, hein, parce que voilà, ça leur permettait de ramener un peu de brousouf à la maison. Et puis surtout, ils ont quand même, grâce à ça, réussi à verrouiller quasi tous ceux qui utilisaient l'antivirus. Donc ça faisait quand même un paquet de gars. En même temps, ils faisaient quelques petites mises à jour de leurs trucs, et là-dessus, ils ont tout fait pour bien se cacher. C'était un command and control qui utilisait des requêtes DNS. Donc tu vois, ils allaient chercher des trucs sur le DNS en disant c'est là que je vais aller chercher ce que je dois faire. Donc une requête DNS, c'est pas vraiment le genre de truc où tu te dis que tu vas avoir un souci. Donc c'est pas voilà, donc c'est assez bien caché. De là après ils allaient chercher des PNG aussi, une image classique, et dans le PNG ils incorporaient les scripts qui faisaient tourner.
Et de ces machines qui étaient vérolées, ils essayaient de se reproduire aussi sur le reste du réseau. Ils cherchaient les machines sous Windows pour se dire, tiens, toi aussi, tu vas devenir aussi la petite machine contrôlée pour aller faire du minage. Donc le truc était assez bien foutu. Maintenant, le principe, c'est qu'il faut aller corriger tout ça. Avast a sorti un truc. Scanner. En même temps, c'était leur intérêt. C'est typiquement le genre de piratage allez, ils ont tout intérêt à être discrets, de moyennement utiliser les ressources machines, enfin, même si le but c'est quand même d'utiliser les ressources d'une machine, mais d'essayer de le faire à bas bruit. Il vaut mieux jouer la masse de machines plutôt que de jouer la puissance de calcul d'une seule. Et c'est plutôt malin. Et en même temps, ça ne te vole pas d'informations, je pense. Enfin, c'était pas le but. Ça ne te met pas en danger, ça ne bloque pas ta machine, sauf peut-être au niveau des ressources à un moment. C'est un petit peu étranglé, mais pour le reste, c'est un malware. C'est un malware qui fait pas de mal. Discret. Oui, c'est un malware qui fait pas de mal. C'est un paradoxe, mais c'est du vol de ressources. D'une certaine manière, mais en même temps, ils étaient capables en un instant de transformer tout ça en disant je veux chercher des infos, je peux aller chercher des cartes de crédit. Oui. Enfin, ils pouvaient faire tourner ce qu'ils voulaient sur ces machines zombies, quoi. C'est des zombies, donc ils l'ont pas utilisé pour aller attaquer des hôpitaux comme d'autres groupes l'ont fait. Ici, on est plus sur du profit et éventuellement de la surveillance. Voilà, ce serait la source serait un groupe nord-coréen. Voilà, après c'est toujours un peu difficile, mais on considère que ces groupes ici est supporté par l'État, parce qu'il faut quand même, la manière dont c'est fait, c'est pas des débutants qui ont fait ça avec oui, puis il faut avoir certains accès, et on le sait bien, les Coréens du Nord n'ont pas nécessairement accès à toutes les technologies, enfin le monsieur, madame, tout le monde, je veux dire. On s'entend, c'est forcément l'État qui leur donne les passe-droits pour pouvoir y arriver d'une manière ou d'une autre. Effectivement, chez eux, tout le monde n'a pas accès à Internet, voire très 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 gens. Déjà, s'ils ont l'eau courante, c'est bien. Donc, voilà. C'est iScan, donc, si vous aviez si vous avez ça, posez-vous des questions, peut-être désinstaller, ou dans le doute, formater une machine, c'est toujours plus propre. Oui, c'est ça, c'est toujours mieux. Je sais pas si l'autre Sébastien avait un truc à rajouter. Dans ce cas-là, il faut pas désinstaller, il faut formater, réinstaller. Il faut pas faire confiance à rien. Non, il faut installer un antivirus qui scanne les antivirus. Donc toujours mettre 2 antivirus pour être certain. Qui se contrôlent l'un et un qui surveille l'autre. Ceci dit, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, parce que c'est Avast qui fait le rapport. Avast n'a pas été tout à fait toujours non plus à une certaine époque, donc rappelle quand même Avast, antivirus gratuit à la base. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit, comme on dit, et effectivement, ça a été le cas pour beaucoup d'entre nous, je pense, d'entre ceux qui l'ont utilisé. Quoi qu'il, on peut passer, si vous le voulez bien, au sujet suivant. À la lettre C, on trouve ce mot désuet, cassette. La fameuse cassette. Alors c'est pas par hasard, c'est moi. C'est sur Sébastien, l'autre, donc j'allais dire le pas barbu, mais aujourd'hui oui. Donc cassette, la cassette audio, on s'entend. On s'entend, c'est le cas de le dire pour la cassette audio. Non, je parlais pas de la cassette de Lavard, de Molière, bien sûr, oui, c'est ça, et plein de significations. Non, c'est quand tu as dit désuet que j'ai repensé à Molière dans la cassette. Oui. Alors la cassette, c'est cet objet que les moins de 40 ans ne connaissent pas. Cassette audio, c'était un petit boîtier plastique avec une bobine de tape, une bobine magnétique qui se déroulait d'une bobine et qui s'enroulait sur l'autre et qui servait à enregistrer des sons. On a parlé beaucoup d'enregistrement de sons dans les technos dans ces derniers épisodes. Eh bien, il se trouve qu'il y a... oui, c'est ça, le bruit que ça fait. On reconnaît le son. Si vous nous écoutez en audio, allez voir la vidéo. Marc, est-ce que tu as le crayon aussi de lui pour la faire tourner? Avec un bic, ça marche aussi. Alors le crayon, pour ceux qui connaissent pas, ça servait à rebobiner la cassette à la main quand, pour une raison ou une autre, notre appareil électrique n'était pas capable de la rebobiner, parce qu'une cassette, ça se rebobine. Effectivement, on lit la bande entièrement, donc elle passe de la bobine gauche à la bobine droite, et puis à la fin, si on veut relire, il faut ramener la bande de l'autre côté.
C'est Aurélien qui a partagé la news dans notre Slack de veille technologique. Et la news, c'est qu'il y a une usine en Normandie, à Avranches, dans le département de la Manche, en France, c'est tout près du Mont-Saint-Michel, qui fabrique toujours des cassettes. Alors là, j'étais déjà étonné. Déjà, ça en soi, pour moi, c'était une news. Mais leur production augmente, la demande augmente. Ils parlent de 1500 unités par jour à 3000 unités par jour, parce que pour le moment, il y a un regain de popularité, de mode, probablement lié aussi au vinyle et à cet esprit vintage chez les plus jeunes, les moins de 20 ans, qui aiment bien recommencer à utiliser des cassettes. Alors à quoi servait la cassette à l'époque? Essentiellement enregistrer de la musique. On enregistrait de la musique à la radio et comme ça on pouvait réécouter les morceaux sans devoir attendre qu'ils passent ou sans devoir acheter le disque. Là, j'ai reconnu une machine que j'ai vendue. On pouvait enregistrer sa voix aussi. Il y avait des appareils en forme de boîte à chaussures, un peu plus plat qu'une boîte à chaussures, dans laquelle on mettait la cassette. Il y avait un petit ampli, un haut-parleur, un micro. Et donc, on pouvait enregistrer de la voix. Moi, j'avais un oncle quand j'étais bébé, ou petit en tout cas, qui habitait à Taïwan. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Le téléphone coûtait très cher. On s'enregistrait des cassettes audio. Et on se les envoyait par la poste. Bon, la latence, c'était pas génial, hein. On parle de plusieurs semaines avant que la cassette arrive, qu'il l'écoute, mais c'était plus sympa que des lettres. On pouvait s'entendre parler à l'époque. Et puis, évidemment, elle a connu son essor dans les années 80 avec le Walkman de Sony, qui a permis un Walkman, c'était un lecteur de cassette portable. Donc, on pouvait le mettre à sa ceinture, faire du roller skate avec des vêtements fluo et son casque sur la tête. La cassette est une invention européenne. Cocorico, c'est Philips, société hollandaise, qui l'a breveté en 1963. Là, j'étais étonné, je pensais que c'était un poil plus tard, mais elle a vraiment pris son essor dans les années 70 et puis 80, jusqu'à l'arrivée du CD finalement dans je dirais milieu des années 80 pour le CD qu'on pouvait se permettre d'acheter, enfin que la plupart des gens pouvaient se permettre d'acheter. On a vendu des cassettes audio préenregistrées aussi. On pouvait acheter le dernier album de Michael Jackson en cassette audio, et l'endroit le plus populaire pour écouter des cassettes audio, en tout cas quand moi j'étais ado, c'était plutôt dans la voiture, hein, parce que ça permet de partir quand même avec 2 heures de musique sur une cassette, et on prenait une pile de cassettes, on avait dans la boîte à gants des tas de cassettes et on pouvait s'échanger. Il fallait attention. Oui, enfin, t'avais des lecteurs auto. Non, il y avait des auto-reverse un peu plus tard. Mais 2 heures, c'était au maximum, hein. C'était les C120. Au grand maximum. Et qui n'étaient pas d'une qualité, d'une durabilité extraordinaire, parce qu'évidemment, plus il y avait de bandes, plus elle était fine. C'était plus fine. Ouais, c'est ça. J'en tiens une en main. Celle-ci a 41 ans. Est-ce que encore l'appareil pour les lire? C'est ça la question. À la cave, j'en ai encore plusieurs, d'ailleurs, dans un sale état, je le suspecte. Mais j'ai encore quelques cassettes. Mais évidemment, ces bandes lisses perdent leur faculté, leur magnétisme, etc. Donc, ça devient compliqué après un moment, ou en tout cas, ce ne sera plus une qualité. C'était déjà pas optimal au départ, mais alors avec le temps, ça perd encore de ses qualités. Il faut un très bon lecteur avec une tête bien nettoyée, bien propre, etc. Parce qu'elle va très vite s'encrasser, parce qu'évidemment, ça prend les poussières, ces petites choses-là. Et donc, voilà. Ça, c'est juste une petite histoire. La cassette que je tiens en main, c'est une cassette justement préenregistrée. Il y avait des machines que moi, j'en ai vendu. C'était la marque Otari que je vendais, qui fabriquait. Les duplicateurs de cassettes comme ça à très très grande vitesse. Bzzz, ça bobinait hyper rapidement. Et ça, pour la petite histoire, je le dis juste comme ça pour les Québécois qui nous écoutent, j'ai entre les mains la première cassette audio de Rock et Belles Oreilles. Rock et Belles Oreilles, c'était un groupe de comédiens qui officiaient à l'époque sur CIBL à Montréal. Et c'était des rigolos, quoi, des comiques qui ont fait carrière ensuite. C'est un peu les Monty Python québécois. J'ose le terme. Voilà. Et je l'ai encore en main. Et la face A, c'était CIA, et la face B, c'était KGB. Voilà. Ça donne un peu le ton du truc. Mais c'était fin de la parenthèse. Je te laisse reprendre.
Alors j'ai encore deux infos là-dessus. La première, c'est que sur le site de l'usine en question qui s'appelle RTM, on peut aller acheter des cassettes. Il y a deux types de cassettes, mais ils font des bobines de tape aussi pour les enregistreurs à bande, les grosses bobines. Je n'ai pas réussi à savoir si c'était des bandes audio ou des bandes informatiques, parce qu'il y a encore beaucoup de supports informatiques. On fait des backups sur des bandes comme ça. Mais alors ils vendent aussi des accessoires, et il y en a un qui m'a fait un blast in the past, comme on dit en anglais. C'est un petit parallélépipède en inox avec une rigole pour faire tenir la bande dedans, et puis d'un des deux côtés du parallélépipède ça se relevait, il y avait une petite lame de rasoir et c'était pour couper la bande, parce qu'à l'époque c'est comme ça qu'on faisait du montage. Je vais pas vous abandonner, mais si je vais dans la pièce à côté, je vous en ramène une. T'en as encore parce un? Que j'ai ma coupeuse Revox qui a fait toute ma carrière en bande lisse. Eh bien, ça se vend encore, ça se fabrique encore, et là aussi j'étais surpris, parce que oui, aujourd'hui vous ouvrez GarageBand, vous voyez votre wave, vous coupez, vous bougez à la souris. À l'époque, on coupait physiquement la bande et puis on mettait des petits autocollants pour racoler les bandes entre elles, et c'est comme ça qu'on faisait du montage audio à l'époque, et j'en ai fait aussi sur un Revox à l'époque. Autre chose, on a utilisé les cassettes audio aussi dans l'informatique, puisqu'on parle beaucoup d'informatique dans cet épisode-ci. Alors c'était pas en professionnel, c'était plutôt à la maison sur les ZX80, les Commodore 64, les premiers ordinateurs personnels dans le début des années 80. Pour charger le programme coûtait relativement cher, et donc on chargeait des programmes sur des lecteurs cassettes. Il fallait connecter le lecteur cassette à l'ordinateur, et quand on voulait charger un programme, on faisait play sur la cassette, et le son c'est comme un modèle. Ça ressemblait un petit peu au son du fax, pour ceux qui s'en rappellent. C'était un peu ce genre de sonorité. C'était les bits et les bytes qui étaient transformés par un modem en audio et enregistrés sous forme audio sur la cassette. Et il fallait des plombes évidemment pour démarrer un jeu parce qu'il fallait lire la cassette, il fallait les rembobiner aussi. Enfin, et si la tête du lecteur était un peu encrassée, il y avait des données qui passaient pas et ça marchait pas. Et ça marchait. Voilà, les cassettes ça existe toujours et les ventes augmentent. Voilà, c'était la séquence. Vieux con. Sébastien, pardon. La lettre C comme Cobol. Tiens, chacun son vieux con. Chacun son vieux. Voilà, c'est la lettre C comme con. Cobol, Sébastien. Si vous voulez un bon salaire, eh bien, programmez en Cobol. Voilà. Je suis sûr qu'on va créer des vocations, là. Oula. Alors, c'est une étude qui est de développer.com. Le site est un site de news assez sympa, français, qui est plutôt orienté. Tous les ans, ils font une étude comme ça, je pense. Ils font ça tous les ans, effectivement, parce qu'ils ont aussi une partie sur les annonces d'emploi. Et donc, ils ont repris toutes leurs annonces et ils valident d'année en année quelle est la popularité des annonces, des langages vis-à-vis sur les annonces, et des salaires en conséquence qui sont proposés. Donc, pour savoir effectivement, est-ce que tu seras bien payé si tu fais du COBOL, ou est-ce que si tu fais du PHP, tu auras un meilleur salaire. Ça ne veut pas dire que c'est le salaire que vous aurez, mais en tout cas, les offres de départ sont déjà intéressantes pour savoir quelle est la tendance. Et alors c'est amusant de voir sur l'historique déjà de savoir quel est le langage aujourd'hui qui est toujours le plus demandé. Mais c'est toujours le Java, depuis des années, c'est toujours le Java qui est en tête. Donc si vous voulez programmer et avoir plus de chances de trouver un job, ça reste toujours du Java que vous devez programmer. Vous devez apprendre, parce que voilà, c'est ce qui vous offrira le plus de possibilités. Et puis derrière, on retrouve le Python. C'est amusant parce que le Python, c'est plus suite effectivement à tout ce qui est IA et maths que Python arrive. Oui, j'allais dire des data scientists qui font grimper la code. Il y a énormément de Python donc ça devient énormément populaire, mais en général là on n'est plus vraiment, enfin on est sur des devs, mais c'est pas vraiment, c'est des jobs qui sont créés ces dernières années. Ouais. Et puis, le troisième, et puis je vais pas tous les faire parce que on n'est pas couché non plus. Le troisième m'a beaucoup fait rigoler. Parce que après, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de langages, mais le troisième est un langage que beaucoup enterrent, considèrent que c'est un vieux langage par rapport à tout ce qui existe aujourd'hui. C'est le C. Le C reste
Le troisième langage pour lequel on cherche le plus de devs, c'est du C pur et dur, pas du C++, du C. C++ c'est cinquième. Et, ils sont dans un mouchoir de poche, hein, quand on regarde. Ils sont pas loin, mais ils c'est sont quand pas même loin, le C qui gagne. 9,4% pour C, 8,1% pour mais le du C++. C pur, et là c'est plus l'embarqué qui va rechercher des devs qui vont faire du C. Et donc là on est vraiment sur en général des devs un petit peu plus haut niveau pour faire du très bas niveau, hein. C'est important. Et alors au niveau justement le PHP, hein, qui était très courant à l'époque, quand même plutôt tendance à baisser, non à décliner tout doucement, alors que c'est juste titre, voilà, c'est dit. Voilà, pas de favoritisme. Si, quand même un peu. Alors, il y a plein de langages qui sont en train de mourir. Voilà, c'est la vie aussi. Et dont, si on prend des trucs assez récents, hein, parfois, ou qui ne décollent pas. Perl n'est pas terrible au niveau. Il monte un peu, mais c'est pas. Mais c'est pas récent, ça, par contre. Non, mais on retrouve Perl, Kotlin, Go, Kotlin, hein, tu vois, c'est pas. Je dis Swift, Swift, c'est plus récent, me semble-t-il. Oui, Kotlin, c'était fait par IntelliJ, JetBrains, pardon, et ça remplace Java, et c'est pour le développement d'applications Android, et Swift, ça a été fait par Apple. Et c'est très populaire, c'est même le langage de choix pour développer les applications iOS. Et, sauf que Swift, dans les emplois, c'est rien. Ça décolle pas terrible. Et il y a d'autres trucs qui sont récents aussi qui décollent pas non plus. Rust, mais en fait, Rust, là, il décolle, mais c'est un langage qui est encore très, très peu connu. Oui, c'est pas parce qu'ils sont bas que pour autant c'est pas nécessairement la porte de sortie. Ils sont bas. C'est la porte d'entrée, c'est ça. Ils sont bas. Et ça peut être bas, tout en étant dans certains cas fort usité dans une catégorie particulière. Oui, donc COBOL, parce que COBOL est effectivement très bas, mais très très utilisé dans certaines industries. Et c'est là qu'on arrive à qu'est-ce que ça fait comme pépette, hein, alors oui, là on est sur, il y a encore des langages de niche aussi, hein, où on a un que j'aime beaucoup, c'est le Pascal, mais le Dart, le Flash, qui quand même, Flash est en train de mourir, on peut le dire, Flash est en train de mourir. Voilà, celui-là c'est clair. Mais alors qu'est-ce que ça rapporte, alors c'est du brut français, hein, et donc à la limite le montant a assez peu d'importance. Mais si on prend un dev qui fait du Rust, eh bien, il va être quasi payé 2 fois moins cher qu'un dev pour lequel on va lui demander de faire du COBOL. Pourquoi ? Parce que COBOL, on est un peu sur les dinosaures en voie de disparition. Aujourd'hui, il y a quand même pas beaucoup de devs qui, à 18 ans, qui se lèvent le matin et disent « Hey, j'ai envie de faire une carrière et faire du COBOL ». Donc, tout doucement, il y a quand même une certaine pénurie dans le marché pour faire du COBOL. Et alors, je pense que ça fait 20 ans qu'on dit ça dans le secteur. Et qu'on se dit, c'est rigolo parce que tu parles du Rust, tu parles du Rust, mais en termes d'emploi, ils sont à égalité. Par contre, c'est pas payé pareil. Mais en termes d'emploi, j'étais sur un autre graphique il y a un instant, et ils sont à peu près au même niveau COBOL et Rust ou Ruby. Et le Rust est super mal payé, hein, alors que voilà, c'est un très bon truc et on demande quand même une certaine connaissance. C'est pas super facile Rust. Et COBOL, voilà, COBOL, c'est surtout milieu banque, assurance, historiquement, qui en ont énormément besoin. Depuis que je suis sorti de l'école, et je suis plus tout jeune non plus, donc ça fait quand même plus de 20 ans maintenant. Là, pour ceux qui ne voient pas, n'ont pas l'image, voilà, on voit les... Le barbu, 30 ans, toi. Je suis barbu, je suis vieux et j'ai plus beaucoup de cheveux. Et donc, à l'époque, on nous enseignait encore quelques heures de temps en temps un peu de COBOL, mais on était déjà en train de se dire, ça sert plus à rien, il n'y a plus personne qui va développer en COBOL, on était déjà sur de la pénurie, et ça fait 20 ans qu'on est en pénurie, et on n'a toujours pas tout migré, donc on a toujours besoin de dev COBOL pour maintenir ou migrer des vieilles applications bancaires, assurances et compagnie. Donc, si ça vous botte, c'est le genre de langage. Alors c'est drôle parce qu'ils font la différence aussi entre région parisienne et province. Et le COBOL, même en province, il cartonne. C'est encore mieux payé. C'est encore mieux payé en province. Donc, installez-vous en province, les gars. Prenez, allez à la campagne, profitez de l'air frais. De toute façon, vous ne serez pas moins bien payé si vous et vous payerez moins de loyer. Ce sera plus facile de vous loger. L'autre Sébastien, j'ai vu un doigt se lever. Oui, pour dire qu'il
a beaucoup d'offres de services et de produits aujourd'hui pour faire de la modernisation d'applications COBOL. Donc l'idée, c'est de reprendre les sources COBOL qui existent, mais au moins de se dégager des mainframes, typiquement d'IBM, d'Unisys et les autres. S400, c'est pas vraiment un mainframe, c'est un mini, mais oui, ça fait partie de ces vieilles catégories de machines. Et donc l'idée, c'est de recompiler, parce qu'il y a du GNU COBOL, un compilateur qui compile pour Linux, du COBOL, et de replatformer ces applications, c'est-à-dire de les remettre dans un environnement Linux, souvent dans le cloud, où on émule, où il y a des softs qui permettent à ces environnements de fonctionner. C'est pas tout de compiler le code. À l'époque, il y avait des moniteurs de transactions, comme Kix, par exemple, d'IBM, ou des bases de données comme DB2, qui elles tournent aussi sur Linux. Et donc, il y a moyen de migrer ces applications sur des environnements cloud modernes pour au moins pouvoir continuer à opérer le matériel et se dégager des coûts croissants tout le temps des contrats de maintenance mainframe, même si on va pas aller changer le code dans un premier temps parce que comme Sébastien l'a bien expliqué, la ressource développeur se fait de plus en plus rare. Donc, ça s'appelle des plateformes de la modernisation, de la replatformisation d'applications COBOL, et il y a beaucoup de banques, beaucoup d'assurances, secteur public aussi, vos taxes, vos impôts, beaucoup de services liés à l'État, souvent, sont écrits en COBOL. Je ne voudrais pas relancer un débat que nous avons déjà eu, mais le coût du développeur COBOL est-il supérieur ou inférieur à la migration vers le cloud? La migration, c'est pas pour changer le code. La migration, c'est pour changer le matériel en dessous, pour revenir sur un OS plus moderne. Je veux dire, est-ce qu'il y a un gain? C'est un vieux débat que nous avons eu lors d'un épisode précédent. Cloud ou pas cloud? Non, c'est pas ça. Mais j'ai même vu des applications COBOL fonctionner en serverless dans le cloud. Le serverless, vous savez, c'est ces fonctions qui tournent sans que le développeur doive gérer d'infrastructure en dessous. Ça existe chez Azure, ça s'appelle Google Functions chez Google, Lambda chez AWS. Et il y a moyen, à partir du moment où on peut compiler un programme pour Linux, on peut le faire fonctionner là-dedans. Donc il y a des gens qui font tourner des applications COBOL dans du Lambda sur AWS, par exemple, dans le cloud. Après, COBOL, il y a des gens qui se sont amusés à faire du COBOL objet, et il y a des gens qui se sont aussi amusés à faire du COBOL pour générer des sites web. Hein. Donc, COBOL, d'une certaine manière, n'est pas encore totalement mort. Mais c'est quand même un petit peu de la COBOL, c'est pas du COBOL, ce sont des cow-boys. C'est ceux qui font ça. C'est intéressant, parce que c'est quel âge le COBOL, tu l'as dit ou pas? Non, je l'ai pas dit, mais c'est... 40, 50 ans plus que ça, c'est les années 60. C'était les années 60, donc c'est plutôt 60 ans. Plus proche de 60 ans. 1959, COBOL. Tu vois, c'est 65 ans. Ça nous rajeunit pas, effectivement. C'est clairement pas tout jeune. Et un des problèmes, il faut finir avec le COBOL, et le truc intéressant là-dedans, c'est que la plupart du temps, les gens savent plus vraiment du tout ce que ça fait, mais on sait que si on le coupe, la boîte ne fonctionne plus. Ça arrive beau dans quand même pas mal de banques. Et je connais une société en Belgique qui effectivement était dans des formes de paiement, hein, je citerai pas plus pour voilà. Ils ont toujours un S400 qui tourne chez eux, il y a des apps en COBOL dessus, et ils savent que si le coup, la société ne fonctionne plus. Mais par contre, savoir ce que le truc fait, personne ne le sait. D'accord. Et donc ça fait un peu partie des black box. En même temps, si ça le fait bien. Tu vois, si ça le fait bien, pourquoi le fermer, pourquoi l'arrêter, si tu veux rajouter des couches ou des machins, là ça se complique un petit peu. Le stress de cette boîte, c'est si ça tombe en panne, tu vois, c'est si ça tombe en panne. Si le hardware tombe en panne, du coup, donc tout ça fonctionne sur un. Donc. D'ici une trentaine d'années, il y aura des machines qui tourneront depuis un siècle. Un changement de régulation aussi qui oblige à changer la business logic. On sait ce que le truc fait, mais on ne sait pas exactement comment il le fait, et personne n'est capable de le changer. L'architecture c'est ça. Et là aussi, la modernisation, ça aide, parce qu'on peut isoler ça comme un web service séparé, construire quelque chose autour qui appelle le web service, le temps qu'on construise autre chose en parallèle, et changer l'aiguillage au moment où le nouveau code est prêt. Il y a un business autour de ça. Il y a des boîtes qui sont spécialisées dans la migration d'applications COBOL vers je vais m'y remettre, parce que j'ai développé en COBOL il y a très longtemps. Apparemment, ça paye bien.
Oui, du coup, ça va donner à réfléchir à ceux peut-être qui vont se lancer dans des études, qui se disent je veux apprendre du COBOL. Alors les écoles qui vous apprennent du COBOL, s'il y en a ou pas. Bonne chance, hein. Non, faut pas si ça existe encore là-dessus. Quand on sait programmer, on apprend un nouveau langage. Oui, d'une part, et vous attendez pas à ce que le prof soit de la première jeunesse non plus. C'est le monsieur avec le déambulateur, c'est mon prof de COBOL. Il y a d'autres langages où il y a une forme de pénurie. Moi, j'en connaissais un et j'étais spécialiste dans un autre truc quand je commençais ma carrière en disant. Voilà, ça permet en tant que consultant parce qu'en général, tu as plus de chances du coup de gagner ta vie en tant que consultant que d'aller te faire engager pour une boîte. Et tu peux demander n'importe quoi. J'avais eu, enfin, je vais pas raconter toute ma vie, mais j'avais eu, pour donner des exemples à j'avais eu des boîtes qui voulaient que j'aille travailler 2-3 mois chez eux, 5 jours semaine. À l'époque, il y a en 2001, 2002, on ne parlait pas de télétravail. Et je leur ai dit non, je m'en fous, j'ai pas envie d'aller travailler chez vous, c'est trop loin. Et le mec dit, si tu viens au moins juste une fois par semaine chez nous, juste pour qu'on puisse te voir, ça suffira, et le reste, tu peux travailler à la maison. Donc on pouvait quasi faire du full télétravail, parce que tu peux fixer les règles, parce que de toute façon, si ils ne travaillent pas avec toi, ils ont personne d'autre. Hein. Ceci dit, après on passe à autre chose, mais tu décriais un petit peu le PHP, on notera que juste après le COBOL, il y a le PHP. Hein. Et il est super bien payé. Et il est super bien payé, comme le C d'ailleurs, tu l'avais dit. Oui, donc ça reste quand même aussi dans les sphères supérieures encore aujourd'hui, et particulièrement dans toutes ces applications web, clairement. Donc, ok, bon ben voilà, c'est un article intéressant qu'on vous met en lien évidemment, et une fois de plus signé, j'ai une fois de plus parce qu'ils sont pas en reste, c'est développé.com, une de nos sources habituel, on va dire, parce que bien documenté, bien foutu et tout, et ça vaut la peine de le mentionner. On est à la lettre I, comme... j'ai oublié, tiens... non. Et si IAC si vous préférez. Il s'agit de data center qui est sur GitHub, qui sont sur GitHub. Ouais, on va faire les gestes et tout. C'est ton data center, tu l'héberges sur GitHub. Sur GitHub. Ouais, je mets mon data center dans un fichier texte et je mets mon fichier texte dans Git. Non, la news de la semaine, dans ce petit monde-là de l'IAC, je vais expliquer ce que c'est après, mais c'est que IBM se paye un des leaders du marché qui s'appelle HashiCorp, 6,3 milliards de dollars, une belle transaction pour les fondateurs d'HashiCorp qui voulaient sortir de toute façon. Il y a eu des spéculations que ce soit Broadcom qui rachète, et quand on voit ce que Broadcom fait de VMware pour le moment, la manière dont ils augmentent les prix, et coupe la gamme de produits, on se dit, en tout cas pour les clients d'HashiCorp, que c'est mieux que ça soit IBM que Broadcom. Alors, HashiCorp et ASI, c'est quoi? ASI, c'est un concept qui s'appelle infrastructure as code, c'est-à-dire on va écrire du code pour générer de l'infrastructure. C'est une des choses magiques qu'on peut faire dans le cloud, désolé Seb, c'est de décrire son infrastructure comme un fichier texte, c'est-à-dire je peux écrire un fichier de configuration en YAML, en JSON par exemple, ou je peux écrire du code en Python, en JavaScript, en Java, qui décrit, là j'ai un réseau, voici l'adressage de mon réseau, j'ai une gateway, j'ai une base de données, j'ai un load balancer, j'ai des serveurs, etc., etc., j'ai un espace de stockage, et quand on exécute ce code, eh bien, ça crée de l'infrastructure. Donc on part d'un fichier texte et on se retrouve avec de l'infrastructure. Ça a un énorme avantage, c'est la répétabilité de l'infrastructure. Souvent quand on a une infrastructure, ben, j'ai ma prod, très bien, mais j'aurais besoin d'un environnement de test, j'aurais besoin d'un environnement de dev pour chaque développeur, et un petit nouveau qui arrive, ce serait bien de lui mettre un environnement de dev, et bien on peut lui refaire exactement à ISO, comme on dit, une architecture exactement la même que la prod, et on peut dupliquer autant de fois qu'on veut. Je veux déployer ma prod dans une autre région parce que je commence à ouvrir mon marché en Asie ou aux États-Unis, ben je réexécute mon script en quelque sorte, et c'est exactement la même infrastructure. Il n'y a pas quelqu'un qui doit se connecter au serveur Linux, patcher, machin, on a oublié le patch là. Non, c'est exactement la même chose qui va être déployée autant de fois qu'on veut. Alors les grands cloud providers ont tous des services propres pour faire ça, et HashiCorp est venu il y a très longtemps, enfin il y a 10 ans, en 2014, avec un système qui s'appelle Terraform, et qui est leur joyau. Ils ont d'autres services et d'autres produits également, mais Terraform c'est exactement ça, c'est un langage, donc on appelle un DSL, un Domain Specific Language, un langage pour décrire une infrastructure informatique, et ensuite à déployer sur le cloud de votre choix. Donc le même fichier, vous pouvez le déployer sur Azure, sur Google ou sur AWS. Alors là, il faut être honnête quand même, quand je dis le même fichier,
Il est possible d'utiliser le même fichier pour déployer sur les 3 en même temps, mais alors on doit se limiter au plus petit commun dénominateur des 3, ce qui n'est pas très intéressant. Typiquement, on va aller utiliser des fonctions spécifiques de l'un ou l'autre, donc on aura quand même des fichiers différents pour représenter des infrastructures sur différentes plateformes. Mais c'est le même moteur, c'est le même langage, le comportement est exactement le même. Exactement. Alors HashiCorp ne fait pas que ça. Avant ça, ils ont fait un truc qui était très connu il y a quelques années, qui est un peu moins connu maintenant. Seb, tu connais peut-être, ça s'appelle Vagrant, Vagrant, qui était un outil qui permet d'automatiser la création de virtual machines. Alors les virtual machines, c'est un peu plus, c'est un peu has-been maintenant, c'est un peu dépassé, on est dans les containers, dans les fonctions, etc. Mais à l'époque, pouvoir créer une virtual machine sur base d'un script, c'était la même chose, c'était la même idée déjà. On donne un script qui dit, il faut installer ça, il faut installer ça, il faut changer telle version et telle version de ceci. Exactement, exactement. Et puis ça allait chercher l'image de base de Linux, machin chose, ça installait tout, et ça te faisait une image spécifique, comme ça tu pouvais automatiser la création de tes virtual machines, les démarrer, etc. C'était très, très populaire. C'était avant la société HashiCorp, mais c'est les mêmes personnes qui ont fait ça. Et puis plus tard, ils ont créé HashiCorp, ils ont intégré Vagrant, ou Vagrant, si on le prononce à l'américaine. Ils ont créé Terraform, qui est le produit phare aujourd'hui. Donc c'est super populaire dans le monde du cloud. Moi, je dirais, si on veut adopter le cloud, il faut automatiser, sinon il n'y a pas vraiment d'intérêt à adopter le cloud. On a les bénéfices par l'automatisation, et HashiCorp qui vient de se faire acheter aujourd'hui d'ailleurs, parce que il y avait la rumeur hier, mais la news est tombée aujourd'hui, on enregistre jeudi 25 avril. IBM rachète HashiCorp, on verra ce qu'ils vont en faire. IBM se positionne de plus en plus sur des gros rachats comme ça. On se souviendra qu'ils ont racheté Red Hat, pardon, Redshift, c'est autre chose. Red Hat, la distribution Linux, il y a quelque temps. Red Hat qui n'a pas qu'une distribution Linux, ils ont aussi des outils basés sur Kubernetes pour faire des déploiements cloud. Donc c'est intéressant de voir cette vénérable société de la côte est des États-Unis qui continue d'étoffer son portefeuille de produits et de services dans le domaine du cloud, même si c'est pas un des leaders du cloud aujourd'hui. Quand on pense cloud, on pense pas nécessairement à IBM, mais ils achètent des briques clés qui sont utilisées par tous les autres. IBM est toujours en vie et c'est moins moribond qu'on ne l'imagine. Hein. Souvent, voilà. Seb, l'autre Seb, un commentaire, une remarque, un truc à dire? Non, non, je vais rien dire. C'est tout dire. C'est tout dire. Mais j'avais vu la news et je suis content que Sébastien l'ait prise parce que voilà. C'était pas chaud. Fallait en parler. Moi, j'étais pas chaud pour la prendre, moi. Donc. Voilà, c'est pas ma sauce. C'est pas ta sauce, ok. Voilà. Bah, si c'est pas votre sauce non plus, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. À le mettre dans les commentaires. Sébastien, et je ne dis pas lequel, se fera une joie de vous répondre. Mettre un pouce. Ou pas. Voilà. C'est vous qui voyez. Mais les commentaires sont aussi faits pour ça et ne vous en privez pas. Que ce soit sur YouTube ou sur notre site lestechno.be ou sur les plateformes habituelles de podcast, évidemment. On a fait le tour de la question, on peut passer à la suite. Ah, la lettre L comme Linux. C'est forcément Sébastien. Mais lequel qui va nous en parler de Linux, une première distribution Linux validée pour le secteur de l'automobile. Bientôt du Linux dans les tableaux de bord peut-être, ou ailleurs, dans la voiture. Partout, mon brave, partout. Ah. Alors c'est amusant, hein, c'est qu'effectivement Linux avec les années... se répand comme un virus, hein, parce que on l'a partout. Pas encore trop en desktop, mais ça monte quand même ces derniers temps. J'en profite pour dire, j'avais envie de mettre la news aussi, mais je l'ai pas faite parce que pas tant. Mais la Fedora 40 est sortie cette semaine. Fedora 40 il fallait voilà, quand même le dire. Quoi. Et Ubuntu 24 aussi. Ah, Fedora 40. Et 24. 40, quoi, même là, ils sont pas d'accord. Ah, bien sûr. C'était de la religion. Et donc, anciennement, c'était, toujours aujourd'hui, les constructeurs automobiles vont partir vers des systèmes qui doivent être temps réel, parce que le problème dans une voiture, c'est que il n'est pas question que parce que t'es en train d'écouter la musique et ton truc est en train de planter, que pendant ce temps-là, t'as plus ta direction assistée ou t'as plus tes freins, hein, qui sont aussi assistés par de l'électronique. Donc, le problème des constructeurs automobiles, c'est que
tous les softs qui tournent là-dedans doivent être sûrs à 100% et effectivement permettre du temps réel. Et donc, pour que tout ça fonctionne, il y a des homologations. Donc, si tu veux être un logiciel, enfin un OS qui fonctionne dans une bagnole, mon coco, il va falloir passer à une série d'examens assez durs que voilà, très peu de systèmes sont capables. Il y avait un système assez ancien qui était QNX. C'est la domotique, donc QNX. KNX, c'est la domotique, si vous voulez, je peux vous en parler des heures aussi. Non, QNX, donc c'était un système qui est embarqué dans quasi toutes les bagnoles aujourd'hui. Mais voilà, Linux arrive pour ouvrir un peu plus le truc. Et l'avantage quand t'as un système comme Linux, c'est que il y a plein de tools qui tombent dessus. Parce que voilà, un nouvel OS, il faut les tools pour faire de l'intelligence artificielle, de la reconnaissance d'images, et tout ça aujourd'hui, les bagnoles en ont besoin, donc il y a un intérêt d'aller vers des systèmes qui ont déjà des outils connus et qui compilent facilement pour. Et donc c'est une boîte allemande qui a réussi donc c'est Electrobit qui a sorti une distro qui est EB Corbos Linux qui a reçu la première validation pour dire ok Coco, on peut la faire passer dans une voiture, il n'y a pas de problème, elle est safe, elle répond à tout ce qu'il faut. Alors je n'ai pas vu si c'est... en tout cas, c'est sur base d'une Ubuntu, donc ça fera plaisir à Sébastien, le truc. Je ne sais pas s'ils ont utilisé le kernel temps réel, parce que depuis peu de temps maintenant, il y a un kernel qui a fait des petites modifications et qui permet de faire du temps réel. Le kernel qu'on a sur nos desktops ou nos serveurs ne sont pas en général du temps réel, mais il y a des petites modifs. Et Ubuntu aide une des boîtes qui sort des distros avec du temps réel, ce qui n'est pas encore le cas à ma connaissance chez Red Hat, Fedora et compagnie. Ils n'ont pas pris ce train en marche. Donc voilà, c'est dans les prochaines voitures que nous pourrons acheter, si nous achetons encore des voitures dans les prochaines années, nous pourrons avoir de l'open source et du Linux, et donc plein de logiciels faciles à compiler pour vos bagnoles. Et donc on pourra avoir et mixer l'entertainment avec le contrôle de la voiture, parce que c'est le but, c'est de simplifier et de faire vraiment c'est d'avoir un truc unifié, à l'intérieur dans la bagnole. Donc qu'elle soit thermique ou électrique d'ailleurs. Quelle que soit la bagnole, ça change rien, il faut la contrôler. Voilà, il faut la contrôler, il faut avancer, il faut reculer, il faut les phares qui s'allument. Ça c'est des essuie-glaces que je mime, c'est pas les rétroviseurs. Enfin bref, tout est informatique maintenant dans les voitures. Hein. C'est très rare maintenant d'encore avoir une voiture qui n'a pas un minimum d'informatique, ne serait-ce que pour la clé de contact. Hein. Ouais, et alors en fait la techno aujourd'hui dans la bagnole est finalement encore assez simple, voilà, fonctionne. Hein. C'est un bus où tu peux avoir un OBD. Je pense qu'on avait fait un hors-série il y a des années là-dessus. C'est un des tout premiers hors-série qu'on a fait il y a presque 10 ans. Oui, et donc, si vous posez la question de ce que c'est ce petit truc en dessous de votre volant, en général, près de vos pédales, il y a un petit clapet que vous ouvrez, il y a un gros connecteur, mais c'est un connecteur OBD. Vous pouvez en trouver pour 10 francs sur Amazon et ailleurs, dans tous les bons magasins d'électro. Et donc, grâce à ça, vous pouvez après connecter votre téléphone en Bluetooth à votre bagnole et faire plein de trucs. Mais alors, le principe... Alors, tant qu'on est sur l'OBD, réexplication du truc, si vous avez une BM, par exemple, vous avez des tools sur Android qui vous coûtent 40-50 balles. C'est une marque allemande qui fait ça me revient plus... Carly, qui fait une app qui vous permet d'aller modifier des trucs sur votre bagnole, plein de settings que techniquement vous pouvez pas, il n'y a pas les menus pour, mais ils existent dans la voiture. Un truc qui m'avait beaucoup énervé sur BM à l'époque, que j'avais fait ce reportage, ce dossier sur les techno, c'est que quand j'éteignais ma bagnole, l'essuie-glace arrière il s'arrêtait en plein milieu. Et en fait, il y a un settings dans la bagnole qui existe en disant tu le remets à 0. Je suis un peu maniaque, tu le remets à 0 quand j'arrête, ça sert à rien. Mais ça n'existe pas dans les menus, il fallait absolument aller demander à un technicien de dire s'il te plaît, tu veux bien m'appuyer sur le petit bouton pour le faire, quoi. Et donc ces genres de trucs, vous pouvez aller modifier avec l'OBD vous-même, des options, des trucs sur le moteur et aller assez loin. C'est assez sympa. Mais finalement, donc, la techno derrière est assez simple. En fait, c'est un bus qui traverse toute la bagnole
Et donc il y a un paquet qui est envoyé sur le bus par n'importe qui, donc ils se synchronisent pour pas tous parler en même temps sur le truc et soit pas là. Et celui qui l'intéresse prend le message. Et puis voilà, on laisse passer le message, on dit ah moi ça m'intéresse. Et c'est comme ça que ça fonctionne depuis des années. C'est le standard et voilà. Je pense que c'est une techno qui ne permet pas, par exemple aujourd'hui, d'aller faire passer des flux importants avec de la vidéo, parce que c'est pas prévu pour ça, c'est pas prévu pour un énorme trafic. Donc il y a un besoin d'évolution quand même aussi. Peut-être que voilà, ça existe peut-être déjà, mais il y aura certainement un nouveau standard pour passer toutes ces infos, le capteur biométrique, capteur de vidéo, capteur dans la bagnole aussi en Belgique qu'on nous impose sur le fait qu'on dorme ou pas au volant, etc., etc. Donc ça fait beaucoup d'infos à passer, et ce petit bus, je pense que oui, j'ai beaucoup perdu de cheveux. Voilà. Regardez la vidéo, allez voir la vidéo. Bien que ce soit un podcast audio, on ne se prive pas de retrouver nos archives, et c'est l'avantage quand on fait de la vidéo, c'est que là je suis remonté à 10 ans en arrière, 9 ans et des chics, et Sébastien présentait effectivement BD Link, sans barbe, et voilà, c'était nos débuts. On ne veut pas non plus vous embêter plus longtemps avec ça, mais tout ça pour dire que si vous cherchez un tout petit peu les techno, vidéo, BD, Link, vous allez le trouver sans grande difficulté, et c'est encore une vidéo très regardée aujourd'hui, preuve s'il en est que les gens s'intéressent à cette technologie. C'est super drôle pour... Celui-ci, en plus, il avait un petit dongle Wi-Fi en plus, celui-ci, qui permettait d'avoir les informations sur son smartphone ou sur sa tablette. C'est Wi-Fi, Bluetooth, il y a un peu de tout. Acheter un dongle si ça vous amuse dans la bagnole, c'est très chouette, et franchement, c'est pas ça qui tue le budget. Voilà. Mais si vous voulez remonter dans les archives, vous pouvez remonter jusqu'à certaines années, jusqu'au moment où j'avais pas de barbe, parce que j'ai commencé à porter la barbe à partir du moment où la dernière personne de ma famille qui portait la barbe est décédée, c'était mon père. Donc j'ai récupéré sa barbe. Lui la portait. C'est comme ça, il y a des familles comme ça où on te lègue une maison, machin, lui on lui lègue des poils. Moi j'ai pris la barbe. On peut conclure sur le sujet, Sébastien, peut-être, oui. Très rapidement, le principe du bus, c'est un bon principe d'architecture en informatique. Les gros systèmes informatiques d'entreprise fonctionnent avec un bus aussi. Les applications publient des événements, celles qui veulent collecter des événements s'abonnent et reçoivent ces événements. T'as donné l'exemple non, t'as pas donné d'exemple concret. Un exemple concret dans une voiture, quand vous appuyez sur le bouton pour allumer les phares, aujourd'hui, il y a quasiment plus aucune voiture où c'est un circuit électrique qui va amener du courant au phare. C'est un événement sur le bus. Le phare est branché sur le même bus. Il entend je dois m'allumer. Il s'allume. Donc tout est décorrélé comme ça, et tous les éléments peuvent communiquer à travers ce bus de communication. Ce qui est d'ailleurs dans l'automobile un casse-tête, les faisceaux de câbles électriques, ça a toujours été un truc un peu... c'est les gens spéciaux qui font ce genre de choses, c'est pas donné à tout le monde, il faut avoir une logique un peu câblée, quoi. Voilà. Et pas comme nous, en l'occurrence. On a fait le tour de tout ça. C'est dingue le nombre de choses que tu peux dire sur... voilà, parce qu'on n'a pas fini. Avant le dossier qui arrive, je vous rassure, il y a d'abord encore une lettre. Et ce sera la lettre P comme photogrammétrie. Notez ce mot nouveau. C'est une pratique sexuelle ? Non, mais c'est pour Scrabble, c'est pour mot compte triple. Ouais. Tu peux arriver à faire un score assez intéressant avec photogrammétrie, Sébastien. C'est générer de la 3D avec de la 2D. C'est possible aujourd'hui. Oui, c'est une vieille technologie qui consiste à prendre plusieurs photos 2D pour en construire une photo 3D. Alors pourquoi on en parle aujourd'hui ? Parce qu'il y a un logiciel qui s'appelle Reality Capture, qui est très connu, c'est le logiciel le plus utilisé dans le domaine, qui vient d'être acheté par Epic. On a déjà beaucoup parlé d'Epic, mais c'est les fournisseurs de jeux, les fabricants de jeux, les développeurs de jeux, notamment de Fortnite, Epic. Et ils ont annoncé cette semaine que ce logiciel allait devenir gratuit pour les petites sociétés. Si vous faites moins d'1 million de chiffre d'affaires par an, vous allez pouvoir utiliser Reality Capture gratuitement. Donc a fortiori, j'ai pas trouvé l'info, mais a fortiori pour les particuliers aussi, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ce qui m'a amusé, c'est de me repencher sur la photogrammétrie, parce qu'on en parle de plus en plus souvent, en tout cas... ça vient de plus en plus souvent devant moi, et donc je commence à me poser la question aussi, c'est quoi, comment, ça vient d'où, et à quoi ça sert. Et au fait,
C'est assez vieux la photogrammétrie, c'est quasiment aussi vieux que l'histoire de la photo elle-même. Dès qu'on a pu prendre des photos en 2D, il y a des gens qui ont essayé de les superposer, de les analyser pour reconstruire des espaces en 3D. Celui qui a posé les bases mathématiques de la reconstruction 3D à partir d'un espace plane en 2 dimensions, ça date de 1490, c'est Léonard de Vinci, Da Vinci. Donc c'est pas vraiment nouveau. J'ai trouvé un site web avec toute l'histoire de la photogrammétrie, donc ça part de Léonard de Vinci, et puis Dominique François Jean Arago, un géodésiste français qui a commencé à utiliser la photo en 1840, donc quelques années seulement après l'invention de l'appareil photo, mais celui qui l'a vraiment popularisé, c'est dans les mêmes époques, en 1849, Aimé Locéda, un français également, qui lui est considéré que vraiment comme le père de la photogrammétrie, qui prenait des photos du sol, mais il a aussi pris des photos aériennes avec des ballons ou des cerfs-volants en 1858, pardon, des ballons en 1862, parce qu'en effet, il y a 2 techniques, soit on photographie à partir du sol sous plusieurs angles et on reconstruit l'objet 3D, soit on prend des photos aériennes, ce qui fait beaucoup, ce qui a été fait pendant des années avec des avions, qui est fait avec des satellites maintenant également. Alors, à quoi ça sert la photogrammétrie, vous allez me dire? De façon relativement traditionnelle, ça sert à l'architecture. Je dois rénover un bâtiment, je dois prendre une vue, j'essaie de voir un volume de ce bâtiment avant de le rénover. Ça peut servir, il y a mon menu qui s'ouvre plus, à faire des enquêtes géologique, analyser des terrains, de la géologie, des montagnes, d'évolution de trous, de canyons et des choses comme ça. Ça peut servir évidemment dans les jeux, mais c'est pas une surprise que Epic ait racheté ce logiciel, parce que de plus en plus aujourd'hui maintenant, vos jeux sont en 3D. Donc si j'ai un élément de décor que je voudrais intégrer dans un jeu, un élément réel par exemple, un temple chinois, je sais pas, une vieille gypse de la guerre 1940, un dragon, on pourrait imaginer de prendre plusieurs photos de cet objet ou d'une maison et d'en construire un modèle 3D qui permettra dans le jeu au personnage de tourner autour, d'aller au-dessus, de mettre la caméra au-dessus, en dessous, etc. Ça sert évidemment à l'impression 3D, et c'est dommage que Xavier soit pas là, mais on pourrait partir d'une photo que vous avez pris ou 2 photos d'un lion on en avait déjà parlé avec lui, pendant vos dernières vacances, créer un modèle 3D et puis l'imprimer plus ou moins bien. Et puis il y a tout un business culturel également dans les musées, préservation de l'héritage culturel, représentation, encyclopédie. Imaginez un temple XYZ, les statues de l'île de Pâques, etc., qu'on pourrait se représenter en 3D. Alors, une des raisons pour lesquelles moi je vois ça de plus en plus souvent, c'est Apple Vision Pro, qui fait un gros usage de la 3D, évidemment, et ça semblait bizarre à l'époque, ça l'est beaucoup moins maintenant, mais depuis plusieurs années, Apple est en train de sortir toute une série d'outils qui permettent de créer des objets 3D à partir de photos. Il y a une application que vous pouvez télécharger sur votre iPhone, d'ailleurs, qui s'appelle Reality Converter ou Reality Pro, quelque chose comme ça. Je l'ai essayé ce week-end, c'est assez amusant. Reality Capture. Merci. Qui tourne, on tourne autour. J'avais fait un pain ce week-end et j'étais fier de mon pain. Il sortait du four. Je suis dans un autre podcast. J'ai pris mon application Reality Capture. J'ai tourné pendant 2 minutes autour en suivant les instructions de l'application, un peu plus haut, un peu plus bas, un peu plus de recul, un peu plus près. Je l'ai laissé travailler 2-3 minutes. Ça a mouliné mon pain pendant 2-3 minutes et ça m'a fait un superbe, mais plus qu'un modèle, enfin avec la texture du pain et tout. Je pouvais le tourner dans l'espace sur mon iPhone, voir en dessous, au-dessus, enfin sous toutes les coutures. Et c'est un truc que j'ai fait dans ma cuisine en 10 minutes avec une bête application à iOS, quoi. Et, pourquoi Apple investit là-dedans? Maintenant, on le comprend avec Vision Pro. Il y a de plus en plus de demandes de la part des clients qui veulent des applications Vision Pro, Vision OS, pour modéliser, que ce soit des acteurs, des objets de mode, ou des tas d'objets, des objets culturels par exemple, pour développer des applications. Et donc toutes ces technologies qui semblent très compliquées sont en fait extrêmement accessibles. Vous pouvez les essayer la plupart gratuitement, soit avec Reality Capture qui vient de passer sous le giron d'Epic, soit avec les
les outils d'Apple que je viens de citer, et puis il y en a des tas d'autres. Et on est déjà long, donc je vais m'arrêter là, mais il y a une nouvelle tendance maintenant aussi, qui est la génération en utilisant des large language models, en utilisant pas des large language models, pardon, des gros modèles d'IA entraînés pour transformer des photos, une seule photo 2D en un objet 3D. Ça marche de mieux en mieux également. Évidemment, il y a d'autres technologies aussi, comme le LiDAR par exemple, qui permettent de faire aussi de la capture en 3D et autres. Sébastien, l'autre voulait rajouter un petit truc? Oui, j'ai deux petits trucs parce que effectivement, voilà, il y a une autre news qui est liée un peu à tout ce que racontait Sébastien, que j'avais vu mais pas pu mettre. Mais voilà, comme il me tend la perche, j'en profite quand même pour lancer le truc. C'est que Meta a annoncé cette semaine qu'il ouvrait l'OS de ses Oculus, parce qu'ils ont effectivement envie d'être leaders sur le marché. Bon, ils le sont toujours en quantité, il y a quand même pas photo. Il n'y a pas photo. Mais ils ont envie de garder cette avance et de s'assurer une place comme Android sur le téléphone. C'est ce qu'ils visent officiellement, et donc ils ont ouvert Horizon OS, qui est donc l'OS qui est utilisé sur leur casque. Et ils ont annoncé qu'ils discutaient avec toute une série d'acteurs, dont Samsung, Lenovo, Asus, etc., pour pouvoir leur fourguer leur OS pour que tout le monde puisse balancer les casques. Donc ça va faire une sacrée concurrence face à Apple, parce qu'en un coup, il va y avoir toute une série de marques qui seront toutes liées. Et je lisais encore un article, c'était pas pour être juste méchant ou quoi que ce soit, parce que les deux casques ont leur qualité et font des choses différentes par ailleurs, mais pour 12 fois moins cher que le casque Apple, pour le coup, parce qu'il y a aussi une question de coût d'achat pour le c'est ça. Après, tout dépend de ce que tu veux, et ici, tu vas pouvoir avoir une pléthore de casques avec une pléthore d'applications qui seront tous compatibles. Donc je pense que c'est une très bonne initiative de sa part, et ça permettra d'ouvrir le marché. Si ça ouvre le marché, c'est de toute façon bon pour tous les acteurs. Et alors, un dernier point, c'est que effectivement, Sébastien mentionnait Léonard da Vinci, et da Vinci avait dit, et ça c'est pour une très bonne intro pour la suite de notre numéro, c'est qu'il ne faut pas croire tout ce que il se dit sur Internet. Oui, il avait dit ça. Ouais. Il avait dit ça aussi. Il a dit ça, je l'ai vu. En plus, c'était vrai parce que c'était écrit en blanc sur fond noir. C'est ça. Et donc, avec une photo de lui derrière. Avec une photo de lui, un autoportrait d'ailleurs, fait au Polaroid. C'était au Polaroid. En 3D. Voilà. Ceci conclut donc cette passe de revue de presse d'articles que ça et là nous avons glané un peu partout sur des sources contrôlées évidemment. N'hésitez pas à commenter toute cette partie-là. Dès maintenant, là, là où vous pouvez, j'ai envie de vous dire. Mais on n'a pas fini, parce que là, c'est la grosse cartouche, c'est le dossier de la semaine. Loin de nous l'idée de faire peur aux tout venants, mais malgré tout, il faut en parler parce que la cybersécurité, c'est l'affaire de tous et de toutes, et des technophiles aussi, évidemment, forcément. Comme on est très informatique, vous l'avez remarqué sur cet épisode-ci, c'est assez logique que la cybersécurité s'impose, avec un sujet, les nouvelles menaces, ces nouvelles menaces qui émergent. Et là aussi, mes petits camarades, je le sais, parce que j'ai vu la conversation sur notre Slack privé, c'est que, tu connais tout? Non, je connais pas tout. On va se renseigner, et c'est comme ça qu'on se challenge un petit peu les uns les autres, et que Sébastien vont nous rapporter ce qu'ils ont vu. En gros, hein, j'exagère pas. Et puis, on aime tous les deux un peu la sécurité quand même. Donc, ouais, quand même un peu, oui. Ça, c'est un sujet. S'il y a un sujet sur lequel ils sont d'accord, c'est le sujet. Voilà. Sébastien d'abord, forcément, le barbu. Les nouvelles techniques de phishing. Le phishing, c'est un mot un peu valise qu'on utilise un petit peu à l'envi, hein, mais il y a des nouvelles techniques pour le phishing. Donc le phishing en français, c'est l'hameçonnage, c'est de vous envoyer un message pour vous faire réaliser une action à votre détriment en général. Cette action va vous amener sur un site web malicieux, va vous demander d'entrer vos données personnelles dans le meilleur des cas, vos données bancaires dans le pire des cas, et ces données vont être collectées. Donc phishing, c'est un jeu de mots évidemment avec le phishing avec un F, c'est la pêche, elle est à la pêche, d'où la traduction française de
hameçonnage. Alors c'est vieux comme Internet, le phishing, c'est souvent lié avec des techniques d'ingénierie sociale, d'essayer de vous faire croire qu'on est quelqu'un de confiance ou quelqu'un de légitime. J'en ai encore reçu un ce matin d'une adresse .ru, il se cache même pas, tiens, des Russes, qui me disait attention, votre abonnement Netflix a expiré, cliquez ici. Alors moi évidemment, on dit à tout le monde qu'il faut pas cliquer, moi je clique évidemment parce que je me demande ce qu'il y a derrière, mais je fais très attention aux URL qui s'affichent, etc. Je clique pas dans ma machine, je clique pas sur mon téléphone. Oui, exactement. C'est pas VMware, mais oui. je clique dans des bacs à sable pour voir ce qu'il y a derrière et voilà. Ici c'était très mal fait, mais parfois c'est très bien fait. Et on en reçoit de plus en plus. On en reçoit par SMS. Je sais pas si c'est en Belgique vous recevez ça aussi, mais en France c'est plusieurs fois par semaine des SMS. C'est incroyable. Alors. 2024, le phishing évolue, des différentes techniques, certaines qui me font rire parce que c'est vraiment d'ingénierie sociale. Quelqu'un qui se plaint sur X, ex-Twitter, en envoyant un message au support de PayPal en public, @PayPal, blablabla, et quelqu'un qui répond avec un compte qui s'appelle @PayPal_tech, mais avec le même logo que PayPal, etc., qui dit oh on est vraiment désolé pour le problème, pour débloquer votre compte, cliquez ici. C'est génial comme technique de phishing. On s'emmerde pas à envoyer des millions de messages à des gens qui n'ont rien demandé. Si ça se trouve, ils n'ont même pas de compte PayPal. Non, là, c'est quelqu'un qui envoie un message à PayPal et on se fait passer pour PayPal dans la réponse dans les réseaux publics. Beaucoup de tentatives de phishing des one-time passwords, parce qu'on vous l'a déjà dit dans les technos et on vous le redit, un moyen de se prémunir contre le phishing, c'est les one-time passwords. Parce que même si le voleur vous vole votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, s'il essaye d'aller se connecter avec ces deux informations sur le site de votre banque et que votre banque vous envoie un SMS par exemple pour valider, il sera bloqué. Mais de plus en plus, on essaye de voler ces one-time passwords également. Typiquement, on vous envoie un message en disant vous allez recevoir un one-time password machin, c'est normal, c'est parce qu'on fait des opérations de maintenance, veuillez nous le renvoyer à telle adresse. Ne faites jamais ça évidemment. Si vous recevez un one-time password d'Amazon ou de votre banque, c'est quelqu'un est en train de se connecter sur votre compte. Du phishing avec un V, on essaye et c'est très facile par téléphone paraît-il, de remplacer le caller ID, donc le numéro qui s'affiche sur votre téléphone quand vous recevez un appel ou quand vous recevez un SMS. Il faut pas croire ce numéro. Ce numéro peut être facilement remplacé également. Ça s'appelle du phishing. On va vous appeler ou on va vous envoyer un SMS sous le nom d'un numéro bien connu, celui de votre banque par exemple. Oui, tu as encodé le nom de ta banque parce que voilà, et donc tu reçois un message et tu penses que c'est vraiment ta banque, mais en fait c'est toi qui l'as encodé le numéro. Exactement. Alors dans le même genre, le smishing, SM comme SMS. Donc ça, ce sont des attaques de phishing qui sont conduites par SMS, ou de nouveau on vous envoie un SMS en essayant de se faire passer comme une source. J'ai dit non là légitime. Tantôt en Belgique. Oui, on en reçoit tout le temps aussi. On annonce que notre colis est bloqué, par exemple. Ah oui, ça c'est le classique. Il faut payer des droits de douane, etc. Ce qui est très perturbant parce que parfois j'attends des vrais colis ou des commandes Amazon et ça tombe juste au moment où je dois l'attendre, etc. Ouais. Et puis bon, évidemment, j'ai mes réflexes qui jouent et on rentre pas là-dedans. Ils en envoient beaucoup. Ils en envoient beaucoup en se disant que même une pendule cassée donne l'heure au moins 2 fois par jour. Et donc ils se disent, il y a quelqu'un là-dedans qui a commandé quelque chose et qui va attendre et qui attend un colis. J'en ai eu un très bon pour Netflix l'autre jour où ils avaient refait le site de Netflix. Je me suis amusé d'ailleurs à prendre le vrai site de Netflix à côté et comparer. Il fallait vraiment avoir l'œil pour évidemment l'URL devant le jeu pas la bonne. C'est le premier truc à regarder, hein, c'est l'URL. Est-ce que ça vient vraiment de netflix.com et pas .com, .machin, .truc, .brol. Une autre technique, c'est avec les deepfakes. C'est très facile de faire de la vidéo aujourd'hui. Et j'ai entendu parler. Il y a 2 histoires là. Il y en a une où on vous fait une vidéo de quelqu'un de votre famille. Un message préenregistré de vos enfants, par exemple. Papa, maman, je suis perdu à tel endroit, j'ai plus de carte de crédit, envoyez-moi de l'argent d'urgence, etc. Pour peu que vos enfants voyagent, qu'ils soient vraiment pas là, qu'ils soient à l'étranger à ce moment-là, pour peu que ça soit bien ciblé, c'est très plausible. Et alors, il y a eu beaucoup pire récemment. Je me demande si on n'avait pas mentionné également une attaque
très très bien coordonnée qui a amené un employé d'une entreprise qui avait des pouvoirs de faire des paiements à émettre un paiement de 25 millions de dollars sur ordre parce qu'il a cru avoir un coup de téléphone de son président. Plus qu'un coup de téléphone, c'était une réunion en vidéo. Et donc tout le scénario avec la voix et l'image de son président sur un scénario a priori quand même relativement fixe, mais suffisamment crédible pour que l'employé fasse le virement de 25 millions de dollars. Je répète, 25 millions de dollars. Alors une autre technique maintenant... c'est pas un bon employé, ça. Tout ce que son patron lui dit. Une autre technique maintenant, c'est d'utiliser des QR codes, puisqu'on utilise de plus en plus souvent des QR codes pour amener sur un site web. Et ça, c'est le phishing qui a déclenché le dossier de cette semaine. Phishing, il y a eu phishing, avec tous ces trucs en shing et en hing, et Seb, l'autre Seb, phishing Kezako. Alors le phishing, alors c'est un mot que je ne connaissais pas honnêtement, comme d'autres que Sébastien a mentionné avant ce numéro, et on en avait parlé cette semaine au boulot en regardant comment une attaque a été faite, et en regardant, on est arrivé au phishing. Tiens, c'est quoi ce brol? En fait, c'est quelque chose que vous avez certainement déjà vu. C'est une arnaque avec des codes QR. Le code QR était en train de décéder avant le Covid. Le Covid a réanimé le code QR qui n'allait pas décoller. Parfois, il y a des trucs qui ont décollé grâce au Covid. Et maintenant, le code QR, tout le monde est capable d'utiliser un code QR et à scanner un code QR. Et donc, on en profite aussi dans les arnaques. Et alors, c'est super vicieux, en fait, l'arnaque au code QR, parce que en fait, vous allez recevoir un mail sur votre desktop où ça peut, le code QR peut être n'importe où, hein, donc faut faire attention. Oui. Quelqu'un peut très bien avoir mis un code QR sur un carton de bière et l'avoir laissé traîner. Coller sur un camion, coller sur un truc, et vous allez pouvoir vous faire arnaquer. Donc, il faut toujours vérifier sur quoi le code QR vous amène, parce que c'est violent, et je vais vous expliquer un ou deux trucs que ça peut faire. Le premier, effectivement, ça va vous envoyer sur un site web type un faux portail pour votre banque ou pour un site sur lequel vous allez pouvoir donner des crédits pour de la crypto-wallet, et donc les gars vont récupérer vos logins et mots de passe. Ça, à la limite, c'est presque classique, mais on ne sait jamais. Et puis il y a des numéros qui vont coder. Et donc là, vous n'allez pas vous faire arnaquer en allant sur un site web, mais c'est votre téléphone qui va composer un numéro. Alors on se dit, un numéro, ok, qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire avec un numéro? C'est vrai que les gars sont exceptionnels. C'est que c'est une attaque qui a été faite chez Verizon aux États-Unis, et on a vérifié, c'est possible de faire la même chose chez nous aussi. C'est que le numéro qu'ils vous font composer va en fait rediriger vos appels vers un autre numéro. Donc c'est là que tu dis à ton opérateur, quand tu m'appelles, tu renvoies chez Marc, parce que moi je suis pas là. Tu fais un transfert d'appel. Et du coup, comme après ils ont l'information, ils vont recevoir tous tes appels et tu vas même pas t'en rendre compte, parce que tu viens d'activer un transfert d'appel. Ils vont essayer de se connecter sur ton compte Apple, Google. Donc ça, c'est toujours possible, parce que c'était avant, quand on avait des GSM. Quand on avait des GSM, moi je me rappelle, il y avait des codes étoiles, dièse, etc., pour programmer la redirection, pour masquer son numéro d'appel. C'est toujours possible. Évidemment, tu peux toujours transférer tes appels, mais c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. On s'en fout. Mon numéro est toujours avec moi. Et bien là, en fait, tu vas dévier tous tes appels, et les mecs vont l'utiliser pour faire de la double authentification sur ta balle, parce que du coup, eux vont recevoir les appels à ta place. Et donc ça a été utilisé à succès sur quelques campagnes. On est plus sur du truc un peu targeté, néanmoins c'est quand même c'est assez fort, et c'est très difficile de s'en rendre compte. Sauf qu'après, évidemment, tu reçois plus beaucoup d'appels. Donc après quelques jours, tu te rends compte quand même que ton téléphone il sonne pas bien et qu'il y a un twist. Mais pour aller le trouver et le désactiver, c'est pas évident, parce que c'est pas le truc que tout le monde utilise sur son téléphone. Donc la double authentification a créé une partie de ces nouvelles attaques qui sont quand même très intéressantes.
C'est voilà, du social engineering. Donc méfiez-vous des codes QR. Et ça, ouais, c'est ce que j'allais dire. Grâce au code QR qui masque quelque part les données que tu vas capter. Hein, c'est parce qu'on parlait là tantôt de l'URL, bien regarder l'URL, se termine par un point RU, par exemple, c'est la grossièreté. Mais ici, c'est un code QR, donc tu sais pas le lien qu'il y a derrière. Il faut déjà. On le voit qu'après. Une fois qu'on a cliqué dessus. Donc c'est un peu le problème du mobile aussi. Si le mec a mis un truc suffisamment long, tu vas voir la fin de ton URL, suivant ton navigateur, et puis en fait, t'étais pas du tout sur le site que tu pensais. Donc, méfiez-vous des codes QR, ne scannez pas un code QR si vous n'avez pas confiance. Faites attention, il y a pas mal de trucs. C'est assez récent, mais ça risque de pas mal grandir. De s'amplifier, Et c'est pas le seul. S'il est marqué à côté truc gratuit, scanner ce code, des choses comme ça, ce qui serait des opérations marketing tout à fait valables, mais là ça va un peu détruire la confiance. Tu as des codes QR que tu vas scanner dans les restaurants, tout le monde va le scanner. Donc si tu mets ça dans un resto, tu peux tu surcolles les cartes, tu vois. Voilà. Oui, c'est l'autre. Attention au sentiment d'urgence aussi. Le social engineering joue beaucoup là-dessus. C'est maintenant, votre abonnement va expirer, il faut agir. Donc sentiment d'urgence. Et alors pour revenir aux URL, n'oubliez pas que certains téléphones, Android et iPhone, peuvent être piratés juste avec une URL mal formée. Pegasus, le fameux logiciel dont on a beaucoup parlé ici, comme ça qu'il s'installait. Il suffisait d'envoyer un lien à sa victime et on cliquait dessus et il n'y avait rien de visible, mais le téléphone était infecté et ça a ciblé des journalistes, des personnalités politiques, et Jeff Bezos chez Amazon aussi. Et donc avec un QR code où on voit pas l'URL, c'est encore plus facile, exactement. Il y a des apps comme Barcode Scanner de Xang, enfin j'ai jamais prononcé leur truc, que vous pouvez trouver sur tous les téléphones, hein, tous les OS. Et qui affiche le lien. Affiche le truc, et seulement après vous allez cliquer et savoir donc si vous êtes un petit peu parano, et c'est bien un petit peu d'être parano. C'est toujours scanner le truc avant de l'ouvrir sur votre téléphone. On a touché du doigt là, il y a quelques instants l'intelligence artificielle, les deepfakes, etc. Sébastien, Worm GPT, c'est encore un autre usage de l'intelligence artificielle encore. Ah oui, alors Sébastien a mentionné qu'il y a des IA qu'on utilise à mauvais escient, mais des IA qui sont connues par le grand public pour pouvoir faire effectivement des vidéos transformer ton visage, faire des deepfakes, etc. Il y a déjà des trucs qui existent, mais qui normalement sont faits pour un usage licite, et voilà. Ici, il y en a il y a des IA qui existent. Il y en a une qui est le plus connu, et certainement pas la seule, qui sont déjà là pour créer des campagnes de phishing et compagnie. C'est Worm GPT. Et donc là, c'est simple, c'est pas, vous avez même plus devoir vous casser la tête. C'est des abonnements. Vous n'allez pas le trouver facilement comme ça, mais c'est un outil sur le dark web où vous allez payer 40, 50 balles par mois pour y avoir accès au truc. Et parce que celui-là, il fait de l'argent et ça marche. Et vous allez décrire ce que vous voulez. Et ça va générer le site, le mail, le truc, tout pour vous. Donc il n'y a même plus à s'emmerder à aller coder, parce qu'en général, la plupart des gens qui font du phishing doivent quand même écrire 2-3 petites lignes ou ont été acheter le script à gauche ou à droite. Ici, on dit on va décrire le site qu'on veut, le mail qui doit être préparé, les textes, les machins, et tout est pondu par l'IA. Il n'y a plus qu'à exécuter et essayer d'arnaquer les victimes. Donc on est dans un niveau un petit peu extrême. Il faut même plus s'embêter. Si c'est déjà ta profession d'arnaquer les gens, tu prends le petit truc et puis t'as plus qu'à y aller. Le problème là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, la plupart des attaques qu'on reconnaissait dans les mails étaient mal foutus. Soyons réalistes. Quand on disait ton colis t'attend à la douane, il y a une lettre sur 2 qui est en majuscule, il y a 5 fautes d'orthographe par mot, le logo est mal coupé, le truc est tout traviole. C'est que ça a été fait par un truc, le stagiaire, mais pas bourré, mort bourré. Et là, tu arrives avec des mails, et j'en ai déjà vu quelques-uns ces dernières semaines, où franchement, ils sont picobello. Et quand tu as vraiment un mail qui est picobello, tu dois y regarder à 2 fois en disant où est la différence. Alors évidemment, il y a l'expéditeur, il y a certains trucs, mais même l'expéditeur, on peut le forger. Donc,
Faut vraiment aller dans le détail. Et ça, c'est un risque dans le futur, c'est que le détail, il devient de plus en plus difficile à déceler. Donc, Ouais. Oui, c'est comme on le disait là tantôt, le coup de téléphone ou la conférence avec quelqu'un qui est supposé être connu, ami, etc. Ça me fait penser à une problématique, la problématique militaire, où quand c'était encore soit des sémaphores avec des messieurs qui mettaient des drapeaux, ou le télégramme, le morse, ça posait des problèmes de sécurité parce qu'on savait pas très bien qui était à l'autre bout. Et quand il y a eu le téléphone vocal, c'était bien parce qu'on pouvait reconnaître la voix du général à l'autre bout de la ligne, et on se disait, ça c'est sécurisé. Aujourd'hui, ça l'est plus. Il va falloir trouver autre chose déjà. Enfin, il fallait déjà trouver autre chose avant, hein, mais c'est plus une garantie de sécurité de voir la personne parler, de l'entendre parler, de reconnaître sa voix. C'est fini. Non, et il y a plein d'outils aujourd'hui que vous utilisez qui sont tous vecteurs. Faut se penser que tous les outils, tous les médiums que vous utilisez peuvent être un vecteur d'une arnaque. Très récemment, Teams est devenu un vecteur d'attaque de hameçonnage. Pour des fausses conférences, et on vous envoie des messages sur Teams avec des trucs à installer, et donc Microsoft a fait une alerte il n'y a pas tellement longtemps en disant attention, il semblerait que sur Teams ça commence un petit peu à fristouiller aussi, et donc si vous en avez pas encore eu, ça risque d'arriver. Ça va encore être un dossier pour les responsables sécurité dans les boîtes. Encore une suite de problèmes. On savait déjà que la majorité des problèmes étaient entre la chaise et le clavier dans l'entreprise, mais là, en plus, si les outils qu'on achète chez Révilin ou qu'on loue chez Révilin ne nous aident pas, ça ne va pas. Juste une petite parenthèse, c'est que tu nous partages un article concernant WormGPT, et la personne qui a pondu l'article, qui est CTO de la société je ne sais plus quoi, mais qui est un éminent spécialiste de sécurité, a piqué la tronche à Jeff Bezos. Je tiens à le signaler au passage, c'est son sosie. Donc déjà, méfiez-vous de ce personnage. On termine peut-être l'autre Seb, pour parler d'Amnesty International, qui se positionne en lanceur d'alerte sur ce genre de choses, manifestement, ou pas. C'est un rapport qui est sorti cette semaine où Amnesty alerte sur les risques liés aux technologies, et notamment l'intelligence artificielle. Alors, il ne parlait pas du phishing, mais de manière générale. Mais des cyber-risques en général. Le phishing, c'est une attaque pour essayer de vous extorquer à vous ou à votre entreprise des données personnelles ou confidentielles. Mais il y a aussi tout ce qui est tentative de désinformation. Et j'écoutais un podcast d'une radio publique française juste avant l'enregistrement de cet épisode, où il disait qu'on a plus que jamais des attaques clairement attribuées à la Russie, qui publient des fausses informations pour essayer de diminuer, d'influencer les opinions publiques ou de diminuer la crédibilité dans les médias. Et il donnait deux exemples. Le premier, c'est une fausse vidéo labellisée BFM TV qui disait que 3 journalistes avaient été mis à pied parce qu'ils avaient osé enquêter sur des punaises de lit dans un hôpital ici dans le Nord à Arras. Alors oui, il y a eu une enquête sur les punaises de lit il y a plusieurs mois, etc. Mais non, ils n'ont pas été mis à pied pour ça. Et l'idée, c'est de décrédibiliser les sources d'information dites officielles, comme BFM TV, pour que les gens aient de plus en plus confiance aux médias dits alternatifs, et qui fassent moins attention aux news. Une autre, c'était une vidéo qui en anglais qui disait que le premier millier de militaires français étaient arrivés à Odessa en Ukraine. Ça a été démonté par RFI, qui a montré que les images qui étaient montrées là, c'était des camions de l'armée polonaise en Pologne, c'était pas du matériel français, c'était pas en Ukraine. Et donc Amnesty fait un rapport en disant attention, ce genre de technologie qui permet de générer des vidéos, de générer des faux, et c'est dangereux pour les droits humains, c'est dangereux pour les démocraties. Ils y vont assez fort dans les mots choisis dans ce rapport, en disant que cette année est une année d'élections partout dans le monde, en Russie, les élections européennes, les présidences américaines, les élections en Inde. Donc les messages de désinformation, soit à des fins de manipulation d'opinion, soit à des fins de manipulation politique,
toxiques, des messages qui amplifient la haine, la discrimination, la désinformation, se propagent très facilement, créent des boucles, exactement, se propagent à travers les réseaux sociaux et créent des boucles. Et donc il y a un vrai risque pour la démocratie. Ils disent aussi que c'est pas nouveau, que ça fait des dizaines d'années qu'il y a de la désinformation, mais les technologies aujourd'hui et la vitesse de propagation font une caisse de résonance qu'il n'y avait pas avant. Et ils souhaitent, et je terminerai là-dessus, élargir le débat. Ils disent, il y a certains pays qui commencent à légiférer, notamment le règlement sur les services numériques en Europe, exactement, dont on a commencé à parler. Ils disent c'est incomplet, c'est bien, mais au moins ça ouvre le débat et c'est probablement la voie à suivre. Ça va être compliqué, hein, malgré tout, parce qu'on sent bien, il y a une audience qui demande ce genre d'information, parce que en fait, la vérité ne passe plus. C'est ça qui est assez extraordinaire. Ça, c'est aussi mais c'est un tout autre domaine, et évidemment, c'est ce désaveu de la presse de manière générale. Si c'est de la presse de tout le monde, ça ne va plus. Je préfère croire un kidam qui vit à l'autre bout du monde et qui me raconte ce que j'ai envie d'entendre ou ce que je trouverais peut-être logique qu'il soit, machin, etc. La Terre est plate, et machin. Les chemtrails, je sais pas pourquoi les chemtrails reviennent cette semaine. Oui, ça revient régulièrement. J'ai vu une très chouette photo où c'était un cockpit d'avion et ils avaient un petit peu, avec Photoshop, ils avaient mis un bouton fast, slow, chemtrail. C'était un truc rigolo. Donc voilà, comme quoi c'est la vérité. Ils ont d'ailleurs un bouton dans le cockpit. Bien sûr. C'est un copain, un pilote qui a pris la photo. Bien sûr, oui, c'était un truc à rajouter pour votre défense, les amis, ou pas, ou pas. C'est bon pour moi. Oui, moi je voudrais remercier Sébastien parce que déjà d'avoir embrayé sur le sujet et puis d'avoir sorti le truc sur Amnesty parce que je trouve ça une très jolie conclusion que j'avais pas pensé. Je suis resté purement. Ça sort un peu du cadre purement de la cybersécurité, mais c'est de la sécurité aussi et qui passe par le cyber. Donc finalement, c'est un peu, ça fait un peu partie du lot, mais ça mériterait d'être peut-être un jour entre nous. Voilà, si vous, écoutez, moi c'est pas un problème. Hein, si vous voulez, je vous laisse entre vous. Merci Sébastien. J'aime beaucoup les Sébastien. Ça serait un chouette prénom en l'occurrence. Bon, allez, merci à tous les deux. On se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode avec d'autres Sébastien ou d'autres chroniqueurs. Je ne sais pas encore. Je n'ai pas vu le planning jusqu'à présent. Passez une très bonne semaine. Salut.